Pour démarrer, je vais parler du diagnostic systémique. Donc, imaginez un patient qui arrive dans un cabinet de consultation, qui ne sait pas exactement ce qui lui arrive, mais qui ressent un mal-être, une espèce d'anxiété diffuse, un sentiment d'impuissance, et il attend en fait une réponse à sa question qui est « mais dites-moi, mais qu'est-ce que j'ai au fait au juste ?» Et ce qu'on va explorer aujourd'hui dans ce que je vais vous présenter, c'est cette manière dont deux modèles de diagnostic se complètent ou peut-être s'opposent face à cette même question. Parce que derrière cette simple question de qu'est-ce que j'ai, il y a un dialogue qui se tisse entre deux approches, chacune qui apporte un éclairage différent, essentiel, comme le rappelait déjà Joël de René en 1974 dans le macroscope. Le premier modèle, c'est le modèle du DSM, le modèle psychiatrique de type linéaire, dans lequel on va créer des catégories, des classes de symptômes avec des cases bien définies. Et un second modèle systémique de type circulaire, c'est-à-dire qu'il cherche non pas le pourquoi, mais comment le problème s'installe, comment il se renforce et il se perpétue dans les interactions du patient avec son entourage et son environnement. C'est pas une opposition, mais c'est plutôt un dialogue que j'aimerais qu'on puisse engager. L'objectif de la conférence, c'est de montrer comment ces deux modèles s'influencent, non seulement dans le cadre d'une prise en charge clinique, mais aussi dans la trajectoire même du patient et de son identité. Voilà, bienvenue dans cette réflexion sur l'intérêt du diagnostic systémique. Le diagnostic, c'est en quelque sorte comme une carte qu'on donne au patient, une carte qui va déterminer la route qu'il va prendre, les solutions qu'il va explorer, et puis surtout l'image qu'il va se faire de lui-même. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on se pose cette question essentielle de qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic? Un diagnostic, c'est pas une simple étiquette, c'est une clé d'interprétation. C'est une manière de donner du sens à une souffrance. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que quand je pense à ce patient qui dit, quand on m'a dit que j'avais un trouble anxiété généralisée, j'ai ressenti un soulagement au début. Je mettais un nom sur ma souffrance. Et puis petit à petit, j'ai eu cette impression de ne plus être une personne, mais juste un trouble anxieux qui marche. Un trouble anxieux sur pattes, comme pourrait dire Gérard. Et pour ma part, je vois des patients arriver avec des diagnostics psychiatriques qui sont comme des poids morts. Ils se demandent plus comment sortir de ma situation, mais plutôt comment vivre avec mon trouble. Et Boris Cyrulnik souligne très bien que la perception du mal-être et son énoncé résultent d'une convergence de sources d'informations qui viennent du corps, du cerveau, de l'histoire du patient. Ainsi, le diagnostic n'est pas simplement, rappelle-t-il, une classification, mais une manière d'organiser un récit sur sa propre souffrance, et c'est ça qui lui donne une cohérence qui influence directement la manière dont la personne se perçoit et envisage son avenir. Donc le problème, c'est pas seulement dans le diagnostic lui-même, mais dans la manière dont il fige et ouvre des perspectives. Et c'est là qu'on a deux visions du monde. Un modèle qui met l'accent sur l'étiquette, diagnostic et le traitement médical, et un modèle qui met l'accent sur un processus et sur une interaction du patient avec lui-même et avec son environnement. Donc on va maintenant examiner de plus près ces deux approches. Pour comprendre l'influence du monde biomédical, on peut faire un petit voyage dans le temps. Jusqu'au XXe siècle, la santé mentale était souvent vue comme une question morale ou une question spirituelle. Et puis, avec l'avènement de la médecine moderne, on a voulu objectiver la santé mentale, on a voulu la rendre mesurable, quantifiable. Et c'est dans cet esprit qu'est né le fameux DSM que vous voyez à l'écran, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Aujourd'hui, la référence mondiale en psychiatrie avec, en fonction des pays, la CIM 11. Avec le DSM, la psychiatrie a transformé la souffrance psychique en une liste de critères. Si vous avez au moins 5 symptômes sur 9, alors vous êtes diagnostiqué. Sinon, non. Mais la souffrance, elle disparaît pas pour autant. Avec Gérard Osterman, Julien Bedbès, Claude de Scorail, dans le grand livre du diagnostic systémique et de l'intervention stratégique, on met en garde contre cette naturalisation des troubles psychiatriques. On souligne que réduire la maladie mentale à un simple dysfonctionnement cérébral, ça occulte la dimension relationnelle et contextuelle de la souffrance psychique. La folie ou la dépression ont des raisons que la raison médicale ne connaît pas, en quelque sorte. Le DSM repose sur une approche descriptive. Il ne cherche pas à expliquer le problème, c'est pas son objectif, mais à le classer. Il favorise une approche notamment, particulièrement médicamenteuse, voire psychothérapeutique, parce qu'une fois que le trouble est identifié, il est plus simple de lui associer un traitement chimique.
C'est un peu comme si, face à une maison en feu, on décidait de classer l'incendie en flamme de catégorie A, sans se demander ce qui a provoqué l'incendie, ni comment éviter qu'il se reproduise. Le problème, c'est qu'en ne regardant que les symptômes, on risque d'ignorer la mécanique qui produit et qui entretient la souffrance. Le DSM est passé de 106 troubles en 1952 à plus de 300 aujourd'hui. C'est une inflation considérable qui pose une question. Est-ce qu'on est devenu plus malade ou est-ce qu'on a élargi les critères de la maladie? Avant, on parlait de timidité, nous dit un psychiatre. Aujourd'hui, on parle de troubles d'anxiété sociale. Avant, on parlait d'un enfant agité. Aujourd'hui, il y a le TDAH. Il y a cette question du risque de surdiagnostic qui est réel. Plus on crée des catégories, plus on enferme les patients dans des identités pathologiques. Donc, contrairement au modèle psychiatrique, le diagnostic systémique ne s'attache pas au trouble, mais à son fonctionnement. Il ne demande pas qu'est-ce que vous avez, mais comment ça fonctionne. Il ne cherche pas quel est le trouble, mais comment le problème se maintient. Quand un patient nous dit « j'ai un trouble anxieux généralisé », on a envie de lui demander, quand on est dans une lecture systémique, mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes anxieux? Et là, alors, on peut commencer avec le patient à interroger le processus qui est en œuvre pour pouvoir comprendre mieux qui fait quoi, en quoi c'est un problème pour qui, avec quelles conséquences. Ce diagnostic systémique, c'est une lecture opératoire qui interroge la dynamique, la fonction du symptôme, notamment comme on voyait ce matin avec Robert Neuburger, au lieu de figer le patient dans une identité pathologique. Pour Boris Cyrulnik, la narration joue un rôle clé dans l'évolution du trouble psychique. Ça explique que lorsqu'un patient est enfermé dans un récit stéréotypé de sa souffrance, un récit figé, souvent ça induit par un diagnostic psychiatrique rigide et alors il devient prisonnier de ce passé. À l'inverse, une approche écosystémique permet un remaniement constant de la mémoire et du récit qui offre au patient une liberté d'évolution, nous rappelle Boris Cyrulnik. C'est pas l'événement douloureux qui façonne la personne, mais la manière dont cette personne le raconte qui la façonne. Le DSM représente une approche catégorielle. Il fonctionne comme un dictionnaire des troubles mentaux. Si on a 5 symptômes sur 9, on obtient un diagnostic. Il étiquette les patients et structure la prise en charge autour d'un trouble défini. J'ai vu 3 médecins nous indiquer un patient. L'un m'a dit que j'étais bipolaire, l'autre que j'avais un trouble d'anxiété généralisée, et le troisième que j'étais simplement stressé. Mais alors, je suis quoi, moi, là-dedans? Le diagnostic systémique correspond à une approche des processus. Ça ne cherche pas quel est le trouble, mais comment le problème se manifeste et se maintient. Il regarde les interactions, pas juste l'individu isolé. C'est la différence entre un scanner statique et une vidéo dynamique. Le DSM prend une photo du trouble à un instant T, alors que le diagnostic systémique filme l'évolution du problème à travers le temps, à travers les relations. Le diagnostic psychiatrique a tendance à figer l'identité du patient dans une catégorie, comme si on pouvait dire « voilà ce que vous êtes ». Mais comme l'explique François Julien, cette langue de l'être, voilà ce que vous êtes, enferme et elle borne. La pensée systémique, en revanche, cherche à restituer la dynamique de transformation du patient. Il ne s'agit plus de déterminer une nature, mais de décrire une interaction en mouvement. Plutôt que de demander quel est votre trouble, la systémie va interroger quel est votre cheminement, rejoignant ainsi l'idée chinoise que la relation précède l'individu et non l'inverse. Le DSM va dire voilà la catégorie dans laquelle vous êtes, l'approche systémique va dire voilà la dynamique dans laquelle s'installe ce dont vous me parlez. Prenons un cas concret pour mieux comprendre la différence entre les deux approches. Jean, 25 ans, vient consulter pour une phobie sociale. Avec l'approche psychiatrique, Jean se voit diagnostiquer un trouble anxieux social qui reçoit un traitement médicamenteux avec des anxiolytiques. Dans le cas d'une approche systémique, on va analyser ce qui alimente sa phobie sociale. La tentative de solution, comme on dit, ou son habitude dysfonctionnelle en approche systémique, c'est que Jean demande constamment de la réassurance à ses amis. Il évite les événements sociaux, ce qui a pour effet paradoxal que plus il évite, plus la peur grandit. Plus il demande de la réassurance, plus il doute de lui-même. Donc plutôt que de lui dire « vous avez un trouble anxieux », on va préférer lui demander « que faites-vous quand vous avez peur d'aller à une soirée ?» Et là, Jean peut commencer à questionner cette boucle dans laquelle il s'est enfermé.
En bloquant cette demande de réassurance et en l'amenant à expérimenter progressivement des situations sociales, Jean peut ainsi plus facilement sortir du piège dans lequel il s'est enfermé, du piège de l'évitement. Prenons un autre cas, par exemple, avec Alice qui a 34 ans, qui souffre de TOC. Dans une approche classique, nosographique, psychiatrique, Alice reçoit un diagnostic de TOC avec des antidépresseurs accompagnés d'une thérapie de type TCC pour réduire l'anxiété. Dans le cas d'une approche des processus ou systémique, plutôt que de voir ces rituels comme irrationnels, on va chercher le mode de fonctionnement. On va repérer les tentatives de solutions qu'on va questionner ou les habitudes dysfonctionnelles. Alice se lave les mains des dizaines de fois par jour pour éviter la contamination. Et c'est l'effet paradoxal, plus elle se lave les mains, plus elle doute que ce soit suffisamment propre, ce qui l'oblige à recommencer. Alice nous dit « mais je sais que c'est absurde, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire ». Donc plutôt que de lui dire d'arrêter ce comportement, on va peut-être lui proposer une prescription, une tâche paradoxale. À chaque fois que vous vous laverez les mains, vous allez sentir si vous êtes en capacité de ne pas le faire pour retrouver un certain contrôle sur cette difficulté. Et sinon, vous allez au contraire le faire 5 fois plus. Le rituel devient ainsi conscient, Alice reprend du contrôle sur son TOC et Alice se détache progressivement de son automatisme. Moralité, il s'agit de ne pas combattre le symptôme frontalement, mais de dérégler doucement, mais sûrement, le symptôme dans le système qui l'alimente. Le gros problème ou la difficulté de cette approche nosographique psychiatrique, c'est que ça fige le trouble. Mais un trouble n'est pas statique, ça évolue. Imaginez que vous essayez de photographier une cascade. Peu importe le moment où vous appuyez sur le déclencheur, vous saisirez jamais la fluidité de l'eau. Un diagnostic figé, c'est comme une photo, alors qu'un trouble est un mouvement constant, ce qui ne veut pas dire que la photo ne puisse pas avoir un intérêt, on va voir. Mais pourquoi cette lecture dynamique et pourquoi c'est important? Parce que les croyances évoluent et donc le trouble évolue. Le contexte social et familial influence la souffrance. Changer la dynamique change la souffrance. Quand on me dit j'ai toujours été anxieux, il s'agit de demander quand est-ce que ça a empiré. Et là, tout d'un coup, les choses peuvent commencer à évoluer. L'objectif d'une approche systémique, c'est de suivre l'évolution et de ne pas figer, de ne pas normer l'identité du patient. Alors, il y a une question qui se pose, c'est l'approche systémique est-elle efficace? Les données issues des réseaux de pratiques de recherche que j'ai le plaisir de diriger s'y prennent, avec maintenant plus de 4500 patients au sein de ce réseau observé, montrent que 80% des troubles sont résolus en moins de 6 mois et moins de 6 séances. C'est certainement pas un hasard si la prise en charge d'une approche globale rend possible non seulement une efficacité, mais une efficience, c'est-à-dire une efficacité rapide. Je me souviens de ce patient qui m'a indiqué, mais j'ai passé 3 ans à essayer de comprendre pourquoi j'étais anxieux. Avec cette approche, en 3 mois, j'avais déjà commencé à changer en faisant de nouvelles expériences. Le diagnostic systémique transforme la pratique clinique en rendant l'intervention plus rapide, plus adaptée, plus efficace. On a vu que l'approche systémique offre une lecture dynamique et pragmatique des troubles, mais alors pourquoi ce diagnostic psychiatrique reste-t-il cette norme? Parce que le poids des institutions et des classifications est important avec le DSM et le CIM qui sont utilisés dans le monde entier, ce qui offre un langage commun pour les chercheurs, les cliniciens, les assurances. Ça permet de structurer des politiques de santé mentale qui influencent les remboursements des soins. Si je ne pose pas un diagnostic officiel, nous dit un psychiatre, l'assurance ne rembourse pas la consultation. Le système m'oblige à enfermer un patient dans une catégorie. 2, il y a un cadre rassurant pour les cliniciens. Les médecins, les intervenants aiment ces repères clairs avec une approche systémique qui évolue avec le patient. Ça peut sembler moins maîtrisable, moins normé qu'un DSM avec des critères figés. Et puis enfin, la prépondérance des traitements médicamenteux. Le modèle biomédical s'aligne parfaitement avec l'industrie pharmaceutique. Prescrire un médicament, c'est plus simple qu'accompagner un patient, de parler, de discuter, d'écouter, dans un travail interactif et contextuel. Prenez ce patient qui indique que quand j'ai reçu mon diagnostic, on m'a prescrit des antidépresseurs, mais personne ne m'a expliqué comment ça fonctionnait, pourquoi je souffrais. Le modèle psychiatrique n'est pas mauvais en soi, au contraire, il peut présenter un intérêt, mais parfois, il peut y avoir cette notion
d'être trop réducteur, pour s'adapter aux particularités de chaque patient, pour comprendre que le vivant est par nature même complexe et que cette complexité ne peut pas souffrir d'une forme de boucherie intellectuelle dans laquelle on est ou on n'est pas dans cette case. Et c'est là que l'approche systémique peut ouvrir des perspectives. Le DSM et l'approche systémique ne sont pas des adversaires, mais des alliés. L'enjeu réside dans leur articulation intelligente pour une compréhension, une intervention optimale. En santé mentale, il s'agit de sortir d'une opposition stérile plutôt que de considérer l'un comme bon et l'autre comme mauvais, reconnaissant que ces deux approches sont complémentaires. Le DSM offre une classification des troubles basée sur des critères diagnostiques précis, tandis que l'approche systémique analyse les interactions. Deux, il s'agit de former les cliniciens à une lecture systémique. Un obstacle majeur à l'adoption de l'approche systémique, c'est le manque de formation des professionnels. Souvent, la psychiatrie est enseignée sans une prise en compte suffisante du contexte relationnel du patient. Dans le grand livre du diagnostic systémique et de l'intervention stratégique, on répond à cette question en offrant un cadre théorique et pratique complet pour la mise en œuvre d'un diagnostic opératoire précis. Donc, le manuel propose une méthode rigoureuse pour y parvenir. Donc, changer notre regard sur la santé mentale, ça implique d'intégrer la dynamique des interactions aux connaissances médicales en combinant les forces du DSM et de l'approche systémique. Voilà, et pour terminer, pour ce qui concerne l'intégration systémique dans la psychiatrie, on voit déjà apparaître des passerelles. Il existe aujourd'hui dans l'enseignement en internat en médecine ce qu'on appelle le diagnostic de situation, qui illustre et qui est issu de l'approche biopsychosociale de Engel, mais c'est enseigné sur 2 jours. Comment comprendre la dynamique interactionnelle sur 2 jours? Évidemment, il faudrait y passer beaucoup plus de temps dans la façon d'apprendre à écouter les histoires. La psychiatrie commence également à prendre en compte le contexte familial et social dans la dernière version du DSM-5, après avoir expérimenté sans succès la mise en place d'une approche globale, biopsychosociale, dès le DSM-3. Il s'agit également de développer des outils diagnostiques hybrides. Pourquoi pas imaginer un diagnostic mixte qui combinerait l'analyse du DSM avec une cartographie systémique du problème. Et enfin, de rendre possible une meilleure formation des professionnels. Si nous voulons changer la manière de diagnostiquer, nous devons changer la formation des cliniciens. Donc en résumé, le DSM est un outil de classification, mais il ne cherche pas à interroger les dynamiques relationnelles et contextuelles. Deux, l'approche systémique permet d'adapter l'intervention en fonction de la manière dont le problème se maintient. Et trois, l'avenir de la santé mentale passera, je l'espère, je nous le souhaite, par une alliance entre une approche biomédicale et une approche contextuelle interactionnelle. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute.